Bonsoir. Le dessous des cartes consacre plusieurs émissions au terrorisme. L'analyse froide, rationnelle et toujours délicate, car ce phénomène provoque de l'émotion et bien évidemment des jugements moraux. Alors dans un précédent numéro, nous sommes remontés loin dans l'histoire pour constater que le terrorisme est une forme de violence politique très ancienne, et pourtant ce terrorisme que nous connaissons depuis quelques années, nous avons la perception que c'est là quelque chose de radicalement nouveau. Eh bien aujourd'hui, nous allons vérifier. Sur cette carte du monde viennent se placer, année après année, les principaux attentats depuis 1989, c'est-à-dire la fin de la guerre froide. Vous le constatez, la liste est longue, les lieux de ces attentats sont très divers, et depuis l'automne 2001, on constate la reprise de l'intifada en Israël, en Afghanistan l'assassinat du commandant Massoud, et bien sûr, aux États-Unis, il y a le triple attentat sur New York, le Pentagone à Washington et en Pennsylvanie. Les attentats se poursuivent en 2002, en 2003, en 2004. Bien. Alors que peut-on lire avec cette carte? Eh bien que les attentats terroristes ont lieu presque partout dans le monde. Mais une fois cela constaté, comment mettre de l'ordre dans cette liste chronologique? Eh bien, essayons un classement par le type de cible visée. Première catégorie de cibles, les personnes choisies pour ce qu'elles représentent politiquement. Les victimes de ce type d'assassinat sont des policiers espagnols au Pays Basque, le commandant Massoud en Afghanistan, ou encore le président tchétchène pro-russe Ahmad Kadyrov, tué au printemps 2004. Mais l'assassinat politique en même temps n'a rien de nouveau. Rappelez-vous du meurtre d'Indira Gandhi, le Premier ministre en Inde, en 1984, par des extrémistes sikhs qui, peu après, font exploser en vol un avion d'Indian Airlines. Deuxième catégorie de cible, celle choisie pour les intérêts qu'elle représente. L'ambassade américaine au Kenya en 1998, le pétrolier français Limbourg en 2002, au large des côtes du Yémen, ou bien plus loin dans le temps, les intérêts britanniques au Proche-Orient. C'est bien cela que visait en 1946 le groupe sioniste Irgun en faisant exploser le quartier général des Anglais à l'hôtel King David à Jérusalem, tuant 91 personnes. Par cette forme de terrorisme, l'Irgun cherchait alors à faire avancer sa cause, à savoir la création d'un État hébreu. Troisièmement, il y a les cibles qui représentent des symboles. Le World Trade Center, symbole de la puissance économique américaine. Le Pentagone, bien sûr symbole de la puissance militaire américaine. Ou encore, comme symbole de la communauté internationale, l'attentat contre la mission du CICR et celle de l'ONU à Bagdad en 2003. Et puis aussi le symbole de la paix, avec en plein Jeux Olympiques de 1972, l'assassinat de sportifs israéliens à Munich par des fédayines de l'OLP. La dernière catégorie de cibles est toujours plus difficile à admettre parce qu'il s'agit de vous, de moi, de civils anonymes, pris pour cible non pour ce qu'ils représentent, mais pour la peur que leur mort provoque et la pression que cela exerce sur les dirigeants du pays visé. C'est dans cette catégorie d'attentats que l'on peut classer ceux du GIA à Paris en 1995 ou ceux revendiqués par des mouvements islamistes à Bali, à Casablanca ou à Madrid notamment. Alors résumons-nous. Cible politique, cible représentant les intérêts ou les symboles d'un pays, cible anonyme, choisie parce que leur mort provoque la peur. À ce stade, on voit bien que le terrorisme a de multiples facettes. Maintenant, est-ce qu'il y a des choses à apprendre en se penchant sur les méthodes employées par les groupes terroristes? L'histoire nous a montré que le terrorisme se caractérise par une tactique adaptée à une situation asymétrique. Alors si on se place maintenant au XXIe siècle, on constate que le cas de figure est tout à fait le même en Irak, en Tchétchénie ou en Israël. On a en effet des groupes minoritaires, peu nombreux, dont les attentats mettent en œuvre des techniques simples, peu coûteuses, et qui tiennent en échec des armées nationales, fortes, souvent très équipées et bien entraînées. Et quand on prend la mesure de la prépondérance militaire des pays occidentaux, ou même encore celle de la Russie, on peut presque en déduire que
la méthode terroriste correspond plus que jamais au paysage stratégique mondial. Alors pourquoi une telle affirmation, un tel paradoxe? Voici les pays membres de l'OTAN, qui représentent 13,5% de la population mondiale pour 60% des budgets militaires consolidés dans le monde. Voici en assuré maintenant, sur la carte, les pays de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, c'est-à-dire les pays les plus riches du monde. Ils regroupent 19% de la population mondiale avec 69% des budgets militaires mondiaux. Alors que disent ces chiffres quand on les constate depuis l'Afghanistan ou depuis l'Irak? Eh bien d'abord, depuis la fin de l'URSS, plus rien ne peut dissuader l'emploi de la force, tant il y a supériorité militaire et technologique occidentale. Cette supériorité devient dominante, arrogante, quand elle permet d'attaquer et d'occuper des pays tiers. Alors face à ce type d'adversaire, quelle stratégie adopter? Pas pour vaincre les armées occidentales, puisque ce n'est pas possible, mais pour déplacer l'affrontement sur un terrain où la force militaire n'est pas le facteur décisif. Eh bien, le terrorisme semble répondre à cet objectif. Allons plus loin dans le raisonnement. Sur notre planisphère figurent les principaux attentats de ces dernières décennies. Nombre d'entre eux ont été mis en œuvre par le recours à des volontaires qui se donnent la mort pour servir leur cause. Or, cette technique était déjà utilisée par la secte chiite des Achachines au XIe siècle, puis dans les années 1980 par les Tamouls au Sri Lanka, puis par le terrorisme palestinien face à Israël, par Al-Qaïda, bien sûr, lors des attentats sur New York et Washington. Eh bien, dans un affrontement militaire classique, même les armes les plus sophistiquées finissent par trouver leur contre-mesure. C'est la vieille rivalité historique entre l'épée et le bouclier. Mais en revanche, il n'existe aucune parade face à celui qui est prêt à se sacrifier. Nous interprétons le sacrifice comme un geste religieux, et pourtant ce recours aux martyrs coïncide avec un raisonnement tactique. Bien, alors que nous enseigne cet examen des cibles et des méthodes du terrorisme contemporain? Eh bien que la logique n'est pas nouvelle, mais qu'en revanche, avec l'attentat à New York, on a changé d'ampleur. Et avec les médias, on a changé de chambre d'écho. Car au fond, rien n'est plus frustrant pour un terroriste que d'être ignoré. La médiatisation donne de la visibilité à l'acte, donc à l'acteur, donc aux intérêts qu'il croit défendre. Dans la logique des terroristes, les cibles sont des leviers. Plus elles sont médiatisées, plus elles sont efficaces en termes de pression politique. Et c'est la possibilité de diffuser des images dans le monde entier qui a renforcé cette tendance. Plus on étend la surface d'un conflit, plus cela mobilise d'un côté ou de l'autre. Alors comme on le constate en Irak aujourd'hui, la logique médiatique pousse les terroristes à rechercher des effets toujours plus frappants, spectaculaires, comme par exemple la décapitation filmée de ses victimes. Alors est-ce qu'il y aurait décapitation s'il n'y avait pas de caméra ou de diffuseur d'images? Parce que pour terroriser, il faut être visible, il faut être connu. Eh bien la démocratie offre aux terroristes et une liberté propice à l'élaboration des opérations et la plateforme des médias. Eh bien ce qui est vraiment nouveau dans le terrorisme actuel, c'est qu'il a fait de la télévision et d'Internet un véritable théâtre d'opération. Si vous voulez approfondir votre réflexion, votre documentation sur le terrorisme, je vous conseille de lire cette très bonne revue de la documentation française qui s'appelle Questions internationales. Et dans sa livraison de fin 2004, le numéro est consacré au terrorisme et aux terroristes, aux diverses facettes. Si vous voulez aussi approfondir les questions de l'islam, je conseille de vous plonger dans la revue Histoire et Patrimoine, dont le numéro de décembre 2004 est consacré à l'islam, avec encarté dedans tout un atlas historique sur cette religion. Tous les livres que nous mentionnons à la fin du dessous des cartes, semaine après semaine, vous pouvez les retrouver sur le site arte-tv.com/ddc. Vous aurez là la référence de tous les livres qui sont mentionnés.